J'en parlerai plus en détail après, mais c'est notamment en mettant des digues, des enrochements, etc., etc. Donc l'Allier comme la Loire, hein. Alors la Loire dans la région centre a été pas mal endiguée, notamment parce qu'il y avait pas mal de circulation de bateaux, de la batellerie. Et donc du coup c'était d'une part pour pouvoir assurer des profondeurs suffisantes pour les bateaux, réduire un peu pour que le niveau d'eau soit suffisant. Et puis c'était aussi et avant tout pour protéger les populations des crues. D'accord. Donc il y a des épisodes de crues, même ici, ce que je disais tout à l'heure, des crues très très importantes par le passé. Là on avait la tête sous l'eau. Donc je ne sais pas si vous imaginez le volume d'eau que ça peut représenter. Tout ça est inondé, quoi. Donc rivière sauvage, peu aménagée. Et du coup, l'Allier en particulier a donc une dynamique fluviale, c'est-à-dire son fonctionnement est particulièrement une dynamique très active. Alors pour l'illustrer, voilà, je vais vous le faire passer, hein. En fait, c'est les différents tracés depuis le XVIIIe siècle. On en a simplement sélectionné quelques-uns, mais ce qu'on distingue très clairement, c'est la divagation, hein, qu'elle peut avoir entre les différentes années qui sont répertoriées. Et puis ce qu'on peut voir, et ça c'est très important maintenant, c'est quelque chose qu'on prend très en compte, c'est qu'on devine au final un fuseau, une largeur à peu près de l'ensemble de ces tracés, qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'espace de mobilité. Et dans les politiques publiques, ça a été quelque chose de très très important, parce que donc l'Allier et la Loire peu aménagés, par rapport à d'autres grands cours d'eau, le Rhin et le Rhône par exemple, qui ont été très très aménagés, on s'est rendu compte que ça avait des conséquences très importantes dans des domaines qu'on ne soupçonnait pas vraiment. Je vous expliquerai après pourquoi, mais là je vous fais passer ça. Vous avez les dates avec les couleurs. Donc, nous, on est là, on est donc dans ce méandre assez exceptionnel. C'est le plus gros méandre dans l'Allier, dans le département de l'Allier. Donc après, la dynamique fluviale, donc ce que je vous disais, c'est que en fait c'est un cours d'eau, une rivière, un fleuve, il tend toujours à être en équilibre, c'est-à-dire à retrouver une pente la plus faible possible. Et comment il fait ça? En dépensant son énergie. L'eau qui coule, voilà, vous savez tous que l'eau qui coule, ça a de la force, ça dépense une énergie. Et en fait, l'équilibre d'un cours d'eau, il est à la fois par rapport au liquide, au flux liquide, à l'eau qui circule, la quantité d'eau, mais également aux sédiments, c'est-à-dire le débit solide. Et ça, c'est les cailloux, le sable, les galets, voilà. Donc tout ça, ça vient de l'amont, c'est-à-dire qu'en Haute-Loire, il y a de l'eau qui va amener des matériaux, et ça va entre le volume de cailloux et le volume d'eau, le cours d'eau va s'équilibrer à partir de ça. Donc après, quand on décide d'aménager, ça va avoir des conséquences assez importantes. Alors, au fil du temps, en fait, vous avez vu, elle divague beaucoup au fil du temps. Et là, en fait, c'est l'évolution des méandres. C'est-à-dire que vous voyez, là, l'Allier, elle coule pas droit. Pourquoi elle coule pas droit? Parce qu'il y a des... Est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi elle coule pas droit? Ça serait plus simple d'aller tout droit. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle fait ça? Pardon? Absolument. Donc les obstacles qui peuvent être naturels, donc c'est de la roche par exemple. Puis, quand on est en Haute-Loire, on est dans les gorges, c'est de la roche. L'eau elle tape dessus, elle a beaucoup de mal à grignoter. Voilà. Donc ça va dépendre de la texture du sol, quoi, qui va jouer beaucoup. Donc plus la roche va être tendre, jusqu'à aller au sable, plus la rivière va pouvoir creuser, quoi. Et donc quand elle trouve un obstacle, eh ben, elle est déviée, et ainsi de suite. Et au fil du temps, donc on a évoqué tout à l'heure un petit peu l'histoire du bras mort. En fait, ce bras là, c'est pas un bras mort, c'est un bras ponctuel. C'est-à-dire, c'est quand elle est en haute eau, elle a tendance des fois à prendre ce raccourci, on va dire, quoi. Voilà.
Nous, on travaille depuis une vingtaine d'années là sur le site et il y a déjà 10 ans, on se disait, elle va finir par couper. Et donc c'est ce schéma-là. C'est-à-dire qu'au fil du temps, la rivière, elle fait des virages et puis elle les accentue de plus en plus. Elle érode comme ça et au bout d'un moment, elle coupe tout droit. Et donc ce qui reste, son ancien tracé, c'est ça qu'on appelle un bras mort ou une boire. Voilà. Donc ça, c'est une évolution naturelle. Donc les obstacles, comme je disais, ils peuvent être d'ordre naturel ou ça peut être des aménagements. Donc les aménagements, donc c'est les digues, comme on peut voir en région centre. Chez nous, il y a quelques digues, un moulin par exemple, de chaque côté de moulin, notamment pour protéger les populations contre les inondations. Il y a des digues, pour le coup, qui ont réellement été installées. Après, dans le département de l'Allier, c'est plus des enrochements. Donc c'est des amas de blocs caillouteux, rocheux, etc. etc. Ces blocs, en fait, ils vont un peu plus sur les côtés. Si elle ne peut plus dissiper son énergie, où est-ce qu'elle va la dépenser? Ouais. Mais elle ne peut pas sur les côtés, évidemment elle ne peut pas en l'air. En profondeur. Donc, quand on va mettre des aménagements, en fait, on va obliger la rivière à creuser son lit. C'est là ce que je vous disais, c'est qu'il y a dans les débuts des années 90, les pouvoirs publics se sont rendus compte que ce qui se faisait sur le Rhin et le Rhône, ils ont creusé beaucoup leur lit. Et ça a des conséquences, et c'est pour ça qu'en 1994, à l'époque c'était Michel Barnier qui était ministre de l'écologie, il a mis en place ce qu'on appelle le plan Loire Grandeur Nature. C'était pour gérer de façon un peu plus intelligente, on va dire, nos cours d'eau. Et une des conséquences qui a mis, je dirais, le feu aux poudres, on va dire, c'est que le pont de Tours s'est écroulé. Pourquoi il s'est écroulé? Eh bien parce qu'en fait, la Loire, elle a creusé son lit, creusé, elle a fini par déchausser les piles du pont. Et donc là, quand les pouvoirs publics se sont rendus compte des impacts que ça pouvait avoir, ils ont dit, il faut qu'on arrête nos conneries, quoi. Il va falloir revoir un peu la copie, quoi. Autre implication, et qui nous touche aujourd'hui, et qui va nous toucher de plus en plus avec le réchauffement climatique, c'est la diminution de la quantité d'eau potable qu'on va pouvoir capter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé du débit solide et du débit liquide. Le solide, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, et là-dessous, il y a une nappe d'eau. C'est la nappe alluviale. C'est pas la nappe phréatique, c'est pas pareil. Là, on appelle ça une nappe alluviale. C'est-à-dire qu'il y a le cours d'eau qu'on voit, et dessous, il y a une nappe alluviale. Et pour le département de l'Allier, la rivière Allier, elle alimente les 2/3 de la population en eau. Donc c'est pas négligeable, c'est un enjeu sociétal, mais économique bien sûr, très important. Et là, ce schéma que je vais vous faire passer, en fait, il montre le cours d'eau, avec là on voit un bras mort ou une voire, et puis les tirets bleus, ça représente la nappe alluviale. Et là on voit un puits de captage, et donc on voit le niveau où le puits peut capter, c'est-à-dire il peut pratiquement capter à 2-3 mètres, enfin très rapidement. On met des enrochements sur les côtés. Là, la rivière elle est obligée de creuser, dissiper son énergie. La nappe elle suit. Et on se retrouve aujourd'hui, on n'a pas trop encore ce problème sur l'Allier, mais dans le département de l'Allier, mais sur le fleuve Loire, c'est-à-dire vers Dompierre-sur-Bèvre, etc., la Loire, elle alimente aussi le département de la Saône-et-Loire, et là-bas, il y a une crise de l'eau. Il y a des étés où ils ont été obligés de faire venir de l'eau d'ailleurs, parce qu'ils n'en avaient plus. Parce que l'eau, on va la chercher de plus en plus profond. Et à cause notamment des enrochements, mais aussi et surtout à cause des extractions de granulats. On a extrait au plus près de ces cours d'eau, l'Allier et la Loire, des tonnes de matériaux. Pourquoi? Pour construire nos maisons. Il faut bien trouver des matériaux. Du sable pour faire du béton, etc. etc. Sauf que on a fait ça, pour ça que je parlais de façon un peu plus intelligente par rapport aux politiques qui ont été menées. Le plan Loire Grandeur Nature, il a dit on arrête les extractions au plus près de la rivière. Parce qu'on est encore en train d'enlever les sédiments de l'Allier ou de la Loire et d'accentuer le phénomène d'enfoncement de la nappe alluviale. Donc
ces extractions de granulats, il y a un moment donc on a dit stop, et aujourd'hui on se retrouve donc avec pratiquement plus d'extraction, sauf qu'il faut toujours qu'on construise nos maisons. Donc quand vous avez aussi des projets de carrière qui sont, je ne sais pas, dans le bocage, enfin, loin d'un cours d'eau, et que les gens disent ah non, on ne veut pas de carrière, il faut aussi réfléchir à avec quoi on va construire. Quelles sont les solutions alternatives? Est-ce qu'on veut avoir encore de l'eau à disposition, ou est-ce que on prend des matériaux coûte que coûte pour construire de plus en plus? Voilà, ça c'est des choses un petit peu à réfléchir. Et c'est pour ça on est des très très mauvais agents immobiliers, nous, ou propriétaires, parce que nous en fait on achète des terrains pour qu'ils aillent à la flotte, pour les perdre quoi. Voilà. Donc on en a acheté d'autres, un peu plus près de Moulins. Il y a un site qui s'appelle le site de Boudemange. On a acheté 14 hectares, il y a une vingtaine d'années, il n'y a plus rien. Voilà. Et pour nous, c'est gagné. C'est-à-dire que nous, on a redonné la possibilité à l'Allier de s'équilibrer en se rechargeant en sédiments. Voilà, c'est la compréhension de la chose. Après, nous, on s'intéresse beaucoup à ces milieux parce que c'est d'une biodiversité très très riche. Bon, biodiversité, je pense que tout le monde maintenant, c'est tellement à la mode, sait ce que ça veut dire. C'est la diversité de la vie, hein, d'accord? Que ça soit faune, flore, etc. Et cette divagation de la rivière, la dynamique fluviale, donc c'est des phénomènes débit solide, débit liquide, et c'est des phénomènes d'érosion et de dépôt successifs, permanents. Elle est toujours en train de rechercher son équilibre, c'est permanent. C'est-à-dire qu'à un endroit, elle va éroder, on pourrait dire détruire, et de l'autre côté, elle va déposer. À une échelle de temps, tout ça, ça s'équilibre. Sauf que nous, souvent, on a des échelles de temps beaucoup plus courtes. Donc ce que je disais notamment par rapport aux propriétaires qui voient leur terrain qui part à la flotte et qui ne reçoit pas un copec, ben voilà, il l'a un peu mauvaise, quoi. Donc l'agriculteur avec qui on travaille là sur le site, son père, il exploitait des terres, l'Allier était de l'autre côté. Donc vous voyez, en l'espace de 40 ans, ça bouge quand même, quoi. Une quarantaine d'années, quoi. Donc voilà, il a perdu toutes ses terres. On pourrait se dire, bah ouais, mais voilà, c'est dommage. L'autre, en face, il en a gagné. Voilà. Donc c'est des intérêts particuliers qu'il faut concilier avec des intérêts d'intérêt public. Donc là, nous on achète, c'est-à-dire que le propriétaire il reçoit une somme pour se dédommager en quelque sorte, et nous, ça permet de faire fonctionner l'équilibre naturel, de redonner à l'Allier son équilibre naturel de fonctionnement. Voilà. L'autre intérêt, donc, c'est que ces phénomènes d'érosion et de dépôt, ça remanie sans cesse le paysage, les milieux. On a constamment des nouveaux milieux qui se créent, et puis des milieux qui vieillissent. Alors, ce qui est particulièrement frappant sur la photo que vous avez fait passer sur la vue aérienne du site, c'est que vous voyez, il y a des rideaux là de peupliers. Donc ça, nous on a travaillé avec des gens de l'INRA sur ce site qui est assez exceptionnel, parce que sur photo aérienne, vous regardez ça sur Google Earth ou je sais pas quoi, j'ai au portail, vous voyez vraiment un tracé très délimité. Et en fait, ça c'est alors phénomène aussi physique, quelque part, c'est que quand l'Allier, elle monte, elle transporte plein de graines avec elle, notamment des graines de peuplier par exemple. Et puis quand elle va se retirer, elle se retire doucement, c'est ce qu'on appelle le battement du cours d'eau. Et en se retirant doucement, elle va déposer exactement au même endroit les graines, c'est-à-dire jusque là où elle s'est retirée, quoi. Et du coup, on a ces rideaux. Donc ça, c'est un premier milieu nouveau qui se crée, une forêt alluviale. Et là, je vous ferai passer ça aussi. Je vous ai illustré très rapidement un peu les différents milieux qu'on a. On a la rivière en elle-même. Donc peut-être que vous avez un petit peu étudié les rivières, mais il y a ce qu'on appelle le lit mineur, c'est ce qu'on voit là tout de suite. Après on a le lit médian ou ce qu'on dit bande active, c'est les zones qui sont régulièrement inondées. C'est-à-dire que c'est ça, plus les îles qu'on voit aujourd'hui et qui demain, dès que l'eau sera un peu plus haute, ils seront sous l'eau. Et puis après, on a la plaine alluviale. Et la plaine alluviale, pour la visualiser, sur les photos aériennes, on voit très bien, c'est là où on a les forêts de bois dur, le chêne, qui lui ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau. Et donc on se retrouve avec, au sein de cette plaine alluviale, une quantité de milieux différents. Donc
le lit, les plages de sable et de galets. On va trouver des pelouses, ce qu'on appelle des pelouses, ça n'a rien à voir avec les stades de foot. C'est des zones où en fait la végétation est assez clairsemée. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur le dessus là-bas du talus. Voilà, c'est pas une herbe très verte, c'est des plantes qui arrivent à supporter une sécheresse, mais qui arrivent aussi à supporter des inondations. Donc c'est des plantes qui sont très spécialisées. Après, on a des prairies qu'on a traversées en venant, où on avait de l'herbe verte. On a les bras morts. Et dans chacun de ces milieux, en fait, il y a des espèces animales et végétales, dont certaines sont spécialisées. Elles ne peuvent pas vivre ailleurs que par exemple sur les galets. Et puis d'autres qui naviguent au sein de tout ça.